Bonjour à tous, dans ce troisième et dernier épisode consacré à l'Octavie du pseudo-Sénèque, on va s'intéresser à ce que cette pièce a de spécifiquement romain, en particulier en la comparant avec des œuvres d'art grec. Tout d'abord, un des premiers thèmes récurrents de cette pièce qui est relié à l'histoire romaine est le thème de la décadence, qui se retrouve à plusieurs endroits. Par exemple, à l'acte 2, Sénèque se met à raconter une sorte d'histoire mythologique de l'humanité, dans lequel se succèdent différentes races d'hommes plus ou moins évoluées. Et donc évidemment, la dernière race d'hommes, c'est la pire. Et voilà comment il la décrit. Puis, une race pire pénétra dans les entrailles de sa mère, et en tira l'or et le fer terrible dont les hommes ne tardèrent pas à armer leurs bras cruels. Ils répartirent les territoires, établirent des royaumes, bâtirent des villes nouvelles, protégèrent leurs habitations, convoitèrent celles d'autrui, qui devinrent la proie des armes. Méprisée, la Vierge Astrée abandonna la terre des hommes, dont les mœurs étaient devenues sauvages, et les mains criminelles s'étaient souillées de sang. Elle devint une grande et magnifique constellation. La passion de la guerre et la soif de l'or grandirent sur toute la surface du globe. Un bien grand mal fit son apparition, le luxe, fléau séduisant et illusion fâcheuse, dont la force ne fit que s'accroître au fil du temps. Ces vices longuement accumulés au cours de tant de générations confluent vers nous. Nous voilà soumis à une époque fâcheuse, où règne le crime, où se déchaînent et sévit l'impiété, où le dérèglement des mœurs établit une puissante tyrannie, où, depuis un certain temps, le luxe triomphant pille d'une main avide, uniquement pour les dissiper, les richesses immenses de la planète. On voit donc que, selon Sénèque dans cette pièce, l'histoire romaine est une longue décadence qui aboutit finalement à la tyrannie de Néron. Cette thématique des races d'hommes qui se suivent et qui sont, on va dire, de pire en pire, se trouve en fait chez un auteur grec qui est Hésiode, qui en parle donc dans les Travaux et les Jours. Et donc on trouve un certain nombre de similitudes entre cet extrait de l'Octavie et un passage des Travaux et des Jours. Et les différentes races étaient associées à un métal, donc il y avait la race d'or, la race d'argent, la race de bronze, puis il y avait l'âge des héros. Et finalement on arrive à la race de fer, et donc voilà ce qu'il dit de la race de fer. Puissais-je n'avoir plus à vivre parmi les hommes de la 5e race, et être mort avant ou né après, car la race d'à présent est une race de fer. Le jour n'apportera pas de répit à leurs pénibles souffrances, ni la nuit aux soucis amers et dévorants que leur enverront les dieux. À leurs maux, toutefois, quelques biens seront mêlés. Zeus détruira aussi cette race d'hommes périssables le jour où ils naîtront avec des tempes blanches. Le père, alors, ne ressemblera plus aux enfants, ni les enfants au père. L'hôte ne sera plus cher à l'hôte, ni le compagnon à son compagnon, ni le frère à son frère, comme au temps passé. Ces misérables traiteront avec mépris leurs parents devenus vieux. Ils leur feront de durs reproches sans craindre aucunement le jugement des dieux. Aux vieillards qui leur ont donné la vie, ils refuseront la nourriture. On ne respectera plus la parole donnée, ni la justice, ni le bien. Au contraire, on honorera celui qui a fait le mal, l'homme devenu démesure. La force tiendra lieu de droit. Le sentiment de l'honneur disparaîtra. Par ses discours tortueux et par ses faux serments, le méchant nuira à l'homme de bien. L'envie au regard haineux, qui sème le trouble et se réjouit du malheur d'autrui, harcèlera les malheureux mortels. Alors, quittant la terre aux larges routes pour gagner l'Olympe, leurs beaux corps couverts de voiles blancs, conscience et équité abandonneront les hommes et s'en iront rejoindre les immortels. Aux mortels resteront les chagrins amers, et contre le mal ne sera nul remède. Donc cette reprise d'Hésiode par Sénèque donne l'impression en fait que le sentiment de décadence est un sentiment universel qui se retrouve aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. Cependant, le texte d'Hésiode doit quand même être remis dans son contexte parce que Hésiode ne vit pas à n'importe quelle période de la Grèce. C'est-à-dire, il vit lui-même à la toute fin, on va dire, de ce qu'on appelle les âges obscurs, qui donc suivent l'effondrement de la civilisation mycénienne, et qui correspondent à un âge, on va dire, de repli sur le plan démographique, culturel, intellectuel. Notamment, on voit qu'après l'effondrement de Mycène, on observe une disparition de l'écriture, c'est assez incroyable, mais l'écriture est apparue en Grèce, a disparu, et puis après est réapparue. Et donc, Hésiode, qui vit, on va dire, dans cette période dans laquelle on n'est même pas sûr qu'il y ait l'écriture, parce que Hésiode, on rappelle, c'est un poète qui chante, c'est un aède, sa tradition, ses textes ont été transmis par la voie orale, et donc Hésiode vit à une période assez arriérée. La tragédie romaine de Sénèque et du pseudo-Sénèque correspondent, on va dire, au 1er siècle après Jésus-Christ. La tragédie qui nous est parvenue est exclusivement de la tragédie athénienne, et elle a été produite exactement pendant l'âge d'or d'Athènes, pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Après la défaite d'Athènes contre Sparte lors de la guerre du Péloponnèse, des tragédies ont continué à être écrites, mais on n'était très clairement plus dans l'âge d'or des tragédies. Toutes les tragédies qui nous sont parvenues ont été écrites avant la fin de la guerre du Péloponnèse. Donc c'est la guerre du Péloponnèse qui marque vraiment une rupture. Alors que la tragédie romaine a été composée à une époque qui se considérait comme décadente, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les textes,
La tragédie athénienne a été composée au contraire dans une époque qui était vraiment une époque très très riche, c'est-à-dire c'est l'apogée historique d'Athènes. Athènes n'a jamais été aussi puissante, n'a jamais eu autant de rayonnement qu'au 5e siècle, qui est exactement l'âge de la tragédie. Et donc cette idée de décadence ne se trouve pas tellement, en tout cas dans la tragédie que j'ai lue, j'ai jamais vraiment retrouvé ce sentiment de décadence. Et c'est encore mieux, c'est que les dernières tragédies, donc qui ont été écrites vraiment à la toute fin de la guerre du Péloponnèse, en fait ce sont des tragédies qui sont très optimistes. Ça veut dire les deux dernières que j'ai lues, donc la dernière tragédie de Sophocle, Oedipe à Colonne, et la dernière tragédie d'Euripide, qui est donc Iphigénie à Aulis, ce sont deux tragédies qui sont assez optimistes. À la fin d'Iphigénie à Aulis, Iphigénie elle-même est sauvée par la déesse Artémis, et donc c'est une fin qui est complètement optimiste, au sens que Iphigénie, avant son sacrifice, qui a été en quelque sorte annulé par la déesse, vantait les valeurs patriotiques. C'est elle-même qui va volontairement au bûcher pour que les Grecs puissent partir à Troie et combattre. Cette idée qu'on affirme ses vertus patriotiques et à la fin ça se finit bien, ça résonnait à l'intérieur du public, à une époque où tout semblait aller mal. Dans la tragédie athénienne, on fait référence aux anciens, ou à des personnages qui sont en tout cas des personnages mythologiques, mais on sent une certaine identification entre ces personnages mythologiques et les Athéniens. Donc concrètement, les anciens sont comme nous, en tout cas les Athéniens cherchent à être les anciens et pensent qu'ils peuvent être au niveau des anciens. Alors que dans l'Octavie du Pseudo-Sénèque, on sent vraiment une certaine nostalgie. Dès l'acte 1 de l'Octavie, le chœur met en avant, on va dire, la grandeur des anciens Romains dans ce passage. Bien réelle était l'antique vertu des premiers Romains, ils étaient les vrais fils de Mars et son sang coulait dans leurs veines. Enfin, à l'acte 3, il réaffirme, on va dire, la force des anciens Romains, surtout d'un point de vue politique. Où est la force du peuple romain qui brisa maintes fois de redoutables capitaines, donnait des lois à la patrie invincible, les faisceaux à des citoyens qui, jadis, les méritaient, ordonnaient la guerre et la paix, domptaient la nation sauvage, mettaient au fer les rois captifs. Déjà ce mot qui jadis les méritaient, ça sous-entend que les anciens Romains, eux, méritaient les faisceaux, qui étaient donc, on va dire, des symboles de l'autorité, alors qu'aujourd'hui, les Romains actuels ne les méritent plus. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que non seulement il décrit une société décadente, mais en plus, il semble expliquer les mécanismes de la décadence, surtout d'un point de vue politique. Ainsi, à l'acte 2, on rappelle qu'il y a une discussion entre Sénèque et Néron sur le pouvoir, et il y a un certain nombre de questions qui se posent sur est-ce que la violence actuelle de Néron, elle est, on va dire, propre à lui, et donc il doit s'en débarrasser, ou est-ce qu'elle est déjà contenue dans la forme politique, qui est donc l'Empire, ou à l'époque, on va dire, le Principat. Donc, selon Sénèque, le problème, c'est, on va dire, le comportement de Néron, qui, on va dire, se comporte en tyran alors qu'il devrait prendre l'exemple d'Auguste. Il est beau de briller au milieu d'hommes de premier plan, de veiller au bien-être de sa patrie, d'épargner ce dont on a eu raison, de s'abstenir de verser cruellement le sang, de donner à sa colère du temps, à l'univers le calme, à son siècle la paix. C'est cela le sommet de la vertu, c'est par ce chemin qu'on gagne le ciel. C'est ainsi que le premier Auguste, père de la patrie, a embrassé le séjour des astres et qu'il est vénéré dans les temples. Ici, Auguste correspond à un modèle à suivre, et Néron, on va dire, devrait suivre ce modèle. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va pas nous laisser avec cette apologie de la miséricorde d'Auguste par Sénèque, et en fait, il va montrer dans la réponse de Néron, qui en fait est assez intelligente, que la violence est déjà contenue dans, on va dire, l'Empire, ou en tout cas, elle est déjà présente chez Auguste. Ainsi, Néron dit « Combien de son propre sang, Rome, si souvent déchirée, vit-elle alors couler ? Auguste, dont l'entrée au ciel fut le fruit de son mérite et de sa piété, combien d'hommes de haute naissance, jeunes et vieux, fit-il mettre à mort qui, disséminés sur la surface de la terre, fuyaient leurs pénates sous la menace de la mort pour échapper aux glaives des triumvirs et aux listes qui les vouaient à une funeste exécution. » Donc là, en fait, il mentionne, on va dire, une partie de l'histoire romaine dans laquelle, après la mort de César, un triumvirat est formé entre Auguste, donc qui alors était juste Octave, Antoine et Lépide. Ce triumvir, on va dire, mène une purge à l'intérieur de Rome pour se débarrasser, entre autres, des meurtriers de César. Il commet un certain nombre de crimes en exécutant un très grand nombre de personnes, ce qui montre que la violence était déjà là dans le système impérial. Le règne d'Auguste est quand même associé à un certain prestige culturel, on peut penser notamment à des œuvres artistiques comme l'Énéide, qui est en quelque sorte une commande officielle, même si à mon avis on peut vraiment pas parler d'œuvres de propagande, étant donné que Virgile est assez mesuré dans son propos politique à l'intérieur du texte. Mais en tout cas, le fait est que même si le règne d'Auguste était préférable au règne de Néron, la violence était déjà présente à l'intérieur du Principat. Et plus généralement, la décadence était inévitable. Et c'est en sous-texte que dit l'auteur, c'est que même si on pouvait avoir de grands empereurs comme Auguste, il y avait déjà un problème, le ver était déjà dans le fruit, et mènerait nécessairement à une tyrannie comme celle de Néron. Comment vivre dans un monde décadent ? Comment vivre
à une époque où on a l'impression que toutes les institutions s'effondrent et où tout va mal. C'est une question absolument cruciale à laquelle répond en partie une des philosophies les plus populaires à l'époque, qui est ce qu'on appelle la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne n'a pas été développée par des Romains, elle a été développée par des Grecs. Plus précisément, elle a été inventée au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Kition, qui est donc un auteur grec, mais elle s'est surtout épanouie à l'époque romaine, et actuellement, les seuls textes qui nous soient parvenus en intégralité de philosophes stoïciens sont des textes de philosophes romains. Il y en a 3, donc il y a Sénèque, donc c'est assez amusant, le Sénèque qui écrit des tragédies était aussi un grand philosophe stoïcien. Ensuite, il y a Épictète, et à la fin, il y a Marc Aurèle, qui était un philosophe et un empereur romain. Pour comprendre la philosophie stoïcienne, l'œuvre qui est sûrement la plus accessible, c'est le manuel d'Épictète. Vous pouvez le trouver facilement en accès libre sur internet, ça fait une 20aine de pages, et c'est une tentative de synthèse de la pensée d'Épictète, donc de la pensée stoïcienne. Il n'est pas étonnant que le personnage de Sénèque, à l'intérieur de l'Octavie, adopte une philosophie stoïcienne et défende devant Néron les principes de la philosophie stoïcienne. Mais avant de parler de cette philosophie stoïcienne, il faut savoir, on va dire, quels sont ses grands principes. Et donc, pour ça, je vais vous lire 2 passages du manuel d'Épictète, qui sont donc le paragraphe 1 et le paragraphe 17. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi, si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment, et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré. Personne ne pourra te faire du mal, et tu n'auras pas d'ennemis, puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui soit mauvais pour toi. À toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant à l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chichement, et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis et remettre le reste à plus tard. Mais si en même temps, tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques d'échouer pour t'être attaché à d'autres buts, alors que le seul, le premier, peut assurer la liberté et le bonheur. Donc, dès qu'une image ou une représentation viendra te troubler l'esprit, pense à te dire à son sujet, tu n'es qu'une représentation, et non la réalité dont tu as l'apparence. Puis, examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas. Si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire « cela ne me regarde pas ». Ensuite, le paragraphe 17. Souviens-toi que tu joues dans une pièce qu'a choisi le metteur en scène. Courte, s'il l'a voulu courte, longue, s'il l'a voulu longue. S'il te fait jouer le rôle d'un mendiant, joue-le de ton mieux. Et fais de même si tu joues un boiteux, un homme d'État ou un simple particulier. Le choix du rôle est l'affaire d'un autre. Ici, on voit plusieurs concepts qui sont propres à la philosophie stoïcienne. C'est déjà de ne pas vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous et se concentrer sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire vraiment notre esprit. La philosophie stoïcienne considère que la seule chose réellement importante, c'est de développer un soi intérieur, et que tout ce qui est extérieur à nous, donc le monde qui nous entoure, on a des rôles qui nous sont attribués, on peut pas vraiment lutter contre eux, donc on doit les accepter et jouer au mieux possible le rôle qui nous est attribué. Comme dit plus haut, on retrouve ces idées dans l'Octavie du pseudo-Sénèque à l'acte 2, dans la discussion entre Sénèque et Néron. Sénèque dit plusieurs fois à Néron qu'il a un rôle qu'il doit jouer, et qu'il doit jouer ce rôle et ne pas, on va dire, suivre ses propres passions intérieures, et en tant qu'empereur, être et rester un empereur. La fortune qui m'est favorable me permet tout. Ne crois pas à tes faveurs, c'est une divinité volage. C'est manquer d'intelligence que d'ignorer l'étendue de ce qu'on peut. Ce qui est louable, c'est de faire ce que l'on doit, non ce que l'on peut. Ou encore, choisi par les vœux de la plèbe et le jugement des pairs, tu dirigeras le monde sous les auspices des dieux, toi, le garant de la paix, l'arbitre du genre humain, le père de la patrie. Ce titre, Rome te demande de le garder, et elle te confie les Romains. Donc dans ce passage, Sénèque réaffirme que Néron, en tant qu'empereur, a un certain rôle à jouer et ne doit pas, on va dire, dévier de ce rôle, et doit au contraire accomplir sa mission le mieux possible. Il ne doit pas suivre ses volontés quand elles sont incompatibles avec la vertu. On a cité plus haut un passage dans lequel Sénèque faisait l'apologie d'Auguste, mais justement, les vertus d'Auguste sont des vertus pour la philosophie stoïcienne. Il est beau de briller au milieu des hommes de premier plan, de veiller au bien-être de sa patrie, d'épargner ce dont on a eu raison, de s'abstenir de verser cruellement le sang, de donner à sa colère du temps, à l'univers le calme, à son siècle de la paix. C'est cela le sommet de la vertu, c'est par ce chemin qu'on gagne le ciel. Ce qui est important, c'est aussi cet extrait, de donner à sa colère du temps.
La colère est pour les stoïciens un état affectif qu'il faut absolument éviter, il faut tenter de ne jamais être en colère, et d'ailleurs Sénèque a écrit sur le sujet un texte qui est De la colère, dans lequel justement il donne, on va dire, les moyens de ne plus être en colère, sachant que ça sert à rien pour les stoïciens d'entrer en colère sur des choses qui ne dépendent pas de nous. La philosophie stoïcienne est une philosophie qui est réellement très intéressante, parce qu'elle pousse à développer un royaume intérieur, et pour une existence heureuse, c'est essentiel. Néanmoins, le principe stoïcien sur lequel on a un rôle que l'on doit jouer et on ne peut pas y échapper, est un principe qui est extrêmement conservateur politiquement. C'est-à-dire que chacun reste à sa place et n'essaye pas d'améliorer sa situation. Pour les stoïciens, on a l'impression que la politique ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il est impossible d'accomplir quoi que ce soit. La fortune semble complètement aléatoire, l'évolution historique ne semble pas suivre une logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sociologie chez eux. Et donc, étant donné que le monde est en mouvement, ils conseillent juste, on va dire, de rester à sa place, ça procurera moins de malheur et de ne pas tenter de changer quoi que ce soit. C'est une vision selon laquelle les hommes sont complètement impuissants à changer leur destin. S'il y a de nombreuses références à la philosophie stoïcienne dans cette pièce, elle montre aussi qu'on peut la dépasser d'une certaine manière, parce qu'elle fait l'éloge à de nombreuses figures qui sont des figures, au contraire, de l'insurrection, des personnages historiques qui ont lutté pour une meilleure société, pour moins d'inégalités sociales. L'histoire romaine est une histoire dans laquelle le conflit social a une importance absolument cruciale. La lutte des pauvres romains pour améliorer leurs conditions de vie a joué un rôle déterminant dans l'histoire romaine. On peut penser notamment aux soulèvements de la plèbe, qui ont eu lieu à différents moments de la République romaine, dans lequel la plèbe, qui voulait plus de droits, s'est soulevée contre les patriciens. Donc, on rappelle que dans la société romaine, on divisait, ou en tout cas pendant le début de la République, on divisait les Romains entre les plébéiens et les patriciens. Et donc, à 3 moments de l'histoire romaine, les plébéiens se sont soulevés, ils ont quitté la ville de Rome et se sont réfugiés sur une colline en menant une sorte de grève générale jusqu'à ce que les patriciens finissent par leur donner des droits. Grâce aux 3 sécessions de la plèbe, les plébéiens ont obtenu de nombreux droits. Par exemple, on a créé le poste de tribun de la plèbe, qui pouvait opposer son veto aux décisions des autres magistrats romains. On a créé une assemblée populaire plébéienne qui pouvait voter des lois, c'est-à-dire que les plébéiens avaient la possibilité de voter des lois sans accord nécessairement du Sénat, qui correspondait plus à l'aristocratie romaine. Et ils ont aussi obtenu quelque chose de très important, qui est l'égalité entre la loi, entre patriciens et plébéiens. Si bien que finalement, la distinction entre patriciens et plébéiens a peu à peu disparu, justement parce que les plébéiens se sont battus jusqu'à obtenir exactement les mêmes droits que les patriciens. Une autre part importante de l'histoire sociale romaine, c'est l'action des réformateurs. On les appelait les populares, c'est-à-dire qu'ils étaient du parti du peuple. Les plus connus, c'est sûrement les frères Gracchus, donc ils ont été successivement l'un après l'autre tribuns de la plèbe, et se sont tous les deux battus pour mettre en place une réforme agraire, c'est-à-dire exproprier des terres aux riches propriétaires terriens pour les donner aux pauvres, subventionner le prix du pain pour diminuer la misère, ou améliorer, on va dire, le système judiciaire, le Sénat aristocratique ayant notamment un monopole sur les jurys. Les populares n'ont jamais vraiment réussi à renverser complètement l'équilibre du pouvoir, même si leur action a permis de diminuer l'inégalité entre les citoyens, sachant qu'ils ont été souvent victimes, on va dire, d'attaques par la classe aristocratique et de meurtres politiques. Les meurtres politiques jouent un rôle absolument déterminant dans l'histoire romaine, et une très très grande partie des populares ont été exécutés par des mercenaires payés par le Sénat aristocratique, qui concrètement voulaient freiner leurs réformes. Et justement, ça a été le cas des frères Gracques. Si vous vous intéressez aux réformes des populares et aux plus connus d'entre eux, qui était donc Jules César, qui a lui-même fait des réformes en annulant notamment de nombreuses dettes, vous pouvez lire le livre « L'assassinat de Jules César » de Michael Parenti, même si, pour moi, ce livre a quand même un certain nombre de défauts, notamment il n'est pas écrit par un vrai historien, donc il y a certains problèmes méthodologiques, mais si vous voulez juste intéresser, on va dire, aux grandes thèses de ce livre, j'en ai fait une note de lecture sur mon blog, et donc le lien est dans la description. Il y a quelque chose dont on doit absolument parler, ce sont les 3 guerres serviles, qui sont donc des révoltes d'esclaves contre leurs propriétaires romains. La 3e guerre servile est de loin la plus connue, notamment le leader des esclaves pendant cette dernière, qui était donc le célèbre Spartacus. Ces révoltes d'esclaves massives, on parle quand même pour la 3e guerre servile de plusieurs dizaines de milliers d'esclaves qui se sont échappés et qui ont combattu l'armée romaine. Donc ces révoltes d'esclaves, elles sont, on va dire, propres à l'histoire romaine. C'est-à-dire, on ne trouve pas quelque chose de comparable dans l'histoire grecque et certainement pas dans l'histoire d'Athènes. La révolte qui va jusqu'à la révolution, qui est en train de changer le régime, de renverser ces institutions, le soulèvement du peuple contre ses oppresseurs dans le but de changer de régime, c'est quelque chose qui est propre à l'histoire romaine et qui ne se trouve pas dans l'histoire grecque. Et ça se sent aussi dans la littérature grecque. Par exemple, si on lit l'Iliade donc d'Homère,
Il y a un passage qui est très intéressant. L'Iliade est quand même l'histoire d'une désobéissance. Agamemnon a humilié Achille, il lui a pris sa captive Briséis alors qu'il l'aimait. Agamemnon a décidé « je suis le chef, donc je vais imposer mon joug à tous mes soldats ». Et donc Achille lui fait bien comprendre que lui, qui est le plus grand soldat du monde, refusera de combattre pour lui. Ce refus de combattre d'Achille va presque mener à la défaite des Grecs quand ils se feront attaquer par les Troyens. Donc c'est quelque chose qui est très important, ce refus. Mais ce refus ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand Agamemnon outrage Achille, ce dernier s'apprête à le tuer. Alors qu'il s'apprête à dégainer son épée pour tuer Agamemnon, la déesse Athéna arrive et empêche Achille de le faire. Elle dit ainsi, donc ça c'est le chant 1 de l'Iliade, « Je suis venu du ciel pour calmer ta fureur. Me veux-tu obéir ? La déesse au bras blanc, Héra, m'a dépêché, qui, en son cœur, vous aime et vous protège également tous les deux. » Donc Achille et Agamemnon. « Allons, clôt ce débat. Que ta main ne tire pas l'épée. Contente-toi de mots et pour humilier, dis-lui ce qu'il attend. Va, je te le déclare, et c'est là ce qui sera. On t'offrira un jour 3 fois autant de splendides présents pour le prix de cette insolence. Contiens-toi et obéis-nous. » Achille au pied rapide, l'or lui répond ainsi. « Un ordre de vous deux, déesse, et de ceux qu'on observe. Quelque courroux que je garde en mon cœur, c'est là le bon parti, qui obéit aux dieux, des dieux est écouté. » Ainsi, on voit que la révolte grecque a une limite. Ils sont prêts, on va dire, à désobéir, mais ils ne vont jamais jusqu'à la révolution. Ils sont jamais prêts à vraiment s'en prendre physiquement à leurs oppresseurs. Et c'est là qu'on entre dans l'Octavie du Pseudo-Sénèque. Dans les tragédies grecques athéniennes, on observe des refus. Le plus connu, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'était celui d'Antigone devant Créon. Antigone refuse d'obéir à Créon. Mais des révolutions, au sens que le peuple se soulève et renverse son oppresseur, ça on n'en trouve pas vraiment dans la tragédie grecque. Et c'est là que c'est absolument fascinant, c'est que la seule pièce romaine de sujet romain qui ne soit jamais parvenue mentionne une insurrection populaire. En effet, à la fin de l'acte 3, le chœur, devant le mariage impie entre Néron et Poppée, appelle les Romains à se mobiliser et à se révolter. Voilà que partout l'image éclatante de Poppée unie à Néron vient blesser notre regard. Que des mains furieuses renversent ces portraits trop ressemblants à ceux de notre maîtresse et chassent Poppée de sa couche altière. Que sans tarder elles prennent pour cible de leurs brandons et de leurs traits le palais de ce prince cruel. Et donc après, on va dire, cet appel à l'insurrection du chœur, on observe réellement un soulèvement du peuple romain qui notamment va renverser les statues de Poppée. Ainsi, un messager dit plus loin, à l'acte 4, ici il parle de la foule, il projette de rendre à la fille de Claude les pénates de son père et sa part de l'Empire, le lit de son frère qu'occupe maintenant dans une union stable et harmonieuse Poppée. Voilà ce qui met en feu l'esprit de ces gens trop attachés à Octavie et qui les précipite inconsidérément dans des actes désespérés. Toutes les statues de marbre éclatant ou de bronze rutilant à l'effigie de Poppée jusent au sol, renversées par la foule à la force du bras et du glaive cruel. Ils entraînent avec des cordes un par un les membres disjoints qu'ils plongent dans la fange immonde et piétinent longuement. Leurs propos sont à la hauteur de leurs gestes et je crains de les reproduire. Ils se préparent à mettre des barrières de feu autour du palais au cas où le prince résisterait, refusant de livrer sa nouvelle épouse à leur colère et de rendre ses pénates à la fille de Claude. Conformément aux ordres du préfet, je vais de ce pas informer moi-même le prince du soulèvement populaire. C'est incroyable, hein, c'est dans la seule pièce romaine, il y a explicitement l'expression soulèvement populaire qui est utilisée. Néron mate violemment cette révolte plus loin, donc il dit au début de l'acte 5, « Trop légère la main de ma soldatesque qui est trop faible mon courroux devant un tel crime, puisque le sang du peuple n'a pas éteint le brandon allumé contre moi, puisque Rome, la mère de ces révoltes, ne baigne pas dans le sang du carnage. Mais pour des forfaits déjà pénétrés, la mort est peine trop légère. L'outrage criminel de la plèbe en mérite de plus lourdes. » Plus loin, on va dire, il annonce qu'il s'apprête à mettre le feu à Rome. Donc il semblerait quand même que d'un point de vue historique ce soit une légende, mais à l'intérieur de cette pièce, c'est affirmé que Néron a mis le feu à Rome, et ici, la raison donnée, c'est que le peuple s'était soulevé. On peut quand même noter que ce livre mentionne explicitement les frères Gracques et en fait l'éloge, et dans ce passage, dans lequel Octavie l'aurait comparé. Terrible popularité fatale à plus d'un. Son souffle favorable gonfle la voile du vaisseau, le porte sur une longue distance, puis faiblit et l'abandonne dans la haute mer déchaînée. Leur pauvre mère eut à pleurer les Gracques, que perdirent l'amour démesuré de la plèbe et l'excès de leur popularité. Leur naissance était illustre, éclatante, leur piété, leur loyauté et leur éloquence, magnanime leur cœur, extrême leur loi. C'est tout pour cette troisième et dernière vidéo consacrée à l'Octavie du Pseudo-Sénèque. Je vous conseille vraiment de la lire, c'est vraiment une pièce vraiment très très intéressante qui est extrêmement riche à tous les points de vue et en plus elle a l'avantage d'être très très courte. Merci d'avoir écouté, au revoir.